Bonjour les amis, est-ce que ça vous dirait de savoir de quoi sera fait demain? Tout est là. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Un titre comme ça éveille ma curiosité. À quoi ressemble ce futur que nous prédit l'auteur? Ces prédictions sont-elles crédibles? Pouvons-nous échapper à notre destin? C'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai donc entre les mains le livre d'un homme qui prétend écrire une histoire de l'avenir. Est-ce que c'est un illuminé? Est-ce que c'est un devin? Non, notre auteur est historien. Voyons voir ce qui peut pousser un historien à écrire une histoire de l'avenir. Yuval Noah Harari est un spécialiste de l'histoire médiévale et de l'histoire militaire. Il a obtenu son doctorat à l'université d'Oxford. Gardez par ailleurs dans un coin de votre tête qu'il est bouddhiste et qu'il est végétalien. Pour l'heure, je voudrais qu'on s'intéresse à sa conception du rôle de l'historien. Notre auteur part du principe que notre réalité, ce en quoi nous croyons, ce que nous désirons, sont le produit de notre histoire. Et c'est notre vision du monde, ce que nous croyons possible ou impossible, qui va déterminer notre avenir. C'est une idée qui est assez simple finalement. Notre pensée est le produit de notre histoire et c'est à partir de notre pensée qu'on va construire le monde de demain. La difficulté, et c'est là que le travail de l'historien entre en jeu, c'est que nous sommes tellement immergés dans le présent qu'on est finalement assez peu lucide sur les valeurs, sur les idées, sur les évidences, sur les croyances qui façonnent la réalité de notre temps. Pour illustrer cette idée, l'auteur prend un phénomène contemporain. Les bourgeois ont tendance à agrémenter leur maison d'une pelouse. Mais si on y réfléchit bien, une pelouse, ça ne sert à rien, ça ne rapporte rien et ça demande beaucoup d'entretien. Comment comprendre ce désir de pelouse? L'idée de faire pousser des pelouses devant les demeures privées est apparue dans l'esprit des aristocrates français et anglais du Moyen-Âge. C'était un moyen de dire « mais j'ai tellement de terre que je peux en avoir de gros morceaux qui non seulement ne me rapportent rien, mais qui en plus me coûtent beaucoup d'argent ». Et depuis lors, le bourgeois signale sa réussite avec une belle pelouse. Mais nous ne sommes pas obligés de désirer des pelouses. On peut très bien vouloir un jardin japonais ou expérimenter une création totalement nouvelle. Et le rôle de l'historien, selon Harari, c'est de permettre à ses contemporains de mieux comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et pourquoi ils désirent ce qu'ils désirent. Connaître l'histoire donc pour ne pas subir l'avenir. Quelle est donc l'histoire de notre humanité et vers quel futur elle nous mène? Assez de suspense, voilà la prédiction de notre auteur. Le programme, le projet, l'agenda de notre humanité est en train de changer. Jusqu'à très récemment, le défi principal de notre espèce a été de lutter contre la famine, la guerre et la maladie. Pour ce qui est de la famine, on meurt plus aujourd'hui de trop manger que de ne pas assez manger. Bien sûr, c'est pas vrai partout, c'est vrai globalement. En 2014, il y avait 2,1 milliards de gens en surpoids dans le monde contre 800 millions de gens souffrant de malnutrition. Pour ce qui est de la maladie, nous dit notre auteur, il n'y a plus de grandes épidémies, plus rien de comparable par exemple à la peste qui, au Moyen-Âge, pouvait ravager des villes entières. Pour ce qui est de la guerre, nous n'avons jamais connu une période où une partie aussi grande de l'humanité a connu la paix pendant aussi longtemps. Si la lutte contre la famine, contre la maladie et contre la guerre cesse d'être les priorités absolues de notre humanité, quel va être le nouveau projet? L'humanité, d'après notre auteur, va maintenant chercher à vaincre la mort. Ça peut faire sourire, mais c'est bien le projet qui commence à germer dans les paroles et dans les actes des entrepreneurs les plus influents de la Silicon Valley. Par exemple, Bill Marris, le directeur du fonds d'investissement Google Ventures, déclarait en 2015 que son projet n'était pas seulement de gagner quelques mètres face à la mort, mais bien de gagner la partie. Bien sûr, l'auteur n'est pas dupe, il ne dit pas que ces richissimes entrepreneurs de la Silicon Valley vont gagner le combat contre la mort. Il soutient cependant que c'est bien ce projet de vaincre la mort qui va façonner l'avenir de notre humanité. Et c'est donc là la prédiction de notre auteur. L'histoire de l'avenir sera celle d'Homo sapiens essayant de devenir Homo Deus. Et il ajoute qu'au cours de cette quête pour atteindre la vie et le bonheur éternel, nous allons perdre notre humanité.
Petit exercice, dites-moi à ce stade si la prédiction de notre auteur vous semble crédible. Et maintenant, voyons comment l'auteur étaye sa prédiction. De la même manière que notre histoire nous a conduit à vouloir des pelouses, notre logiciel intellectuel va nous amener à adhérer à ce projet d'une quête pour vaincre la mort. Dans la première partie de son ouvrage, l'auteur nous rappelle que nous avons un terrain favorable à nous considérer comme des dieux. Et c'est vrai que ce n'est pas l'humilité qui caractérise notre espèce. Le propre de l'homme, c'est en effet d'être le seul animal à faire tout ce qu'il peut pour oublier qu'il en est un. Et si l'homme reconnaît qu'il est un animal, il reste néanmoins persuadé qu'il est une forme supérieure d'animal. Pourtant, nous dit l'auteur, un humain tout seul, ce n'est pas si impressionnant que ça. Pour s'en convaincre, il suffirait de mettre un humain tout seul, sans rien, même pas une brosse à dents, sur une île déserte et de voir qui de lui ou d'un chimpanzé survivrait le plus longtemps. La force de l'homme, nous dit l'auteur, c'est qu'ils savent mieux coopérer que les autres espèces. Et si nous pouvons coopérer à grande échelle, c'est parce que nous sommes capables de croire en des fictions qui nous rassemblent ou qui nous galvanisent. L'honneur de la tribu, les nations, la communauté des croyants. Parmi ces fictions, il y en a 3 qui ont particulièrement bien réussi. Ce sont les 3 monothéismes. Et que nous disent ces fictions? Elles nous disent que l'humain est un être supérieur. Les humains sont les enfants chéris de Dieu. Et ce n'est pas grave d'asservir les animaux, parce que les animaux, contrairement à nous, n'ont pas d'âme. Néanmoins, au temps où les religions faisaient la loi, l'homme était peut-être un être supérieur, mais il restait quand même inférieur en comparaison de Dieu. Et c'est ce garde-fou à la toute-puissance de l'homme, nous dit l'auteur, qui a sauté à l'époque moderne. Dans la seconde partie de son ouvrage, l'auteur nous raconte l'essor de l'humanisme. L'humanisme, nous dit l'auteur, c'est la croyance dans le fait que la subjectivité humaine est la mesure de toute chose. Et il illustre ensuite la diversité des domaines dans lesquels l'humanisme s'est imposé. En politique, l'humanisme c'est l'idée selon laquelle c'est l'électeur qui sait le mieux. En économie, l'humanisme c'est l'idée selon laquelle c'est le client qui sait le mieux. Dans le domaine de l'éthique, l'humanisme c'est l'idée selon laquelle si ça fait du bien, vous avez le droit de le faire. Dans le domaine de l'éducation, l'humanisme c'est l'idée selon laquelle apprendre, c'est apprendre à penser par soi-même. Dans le domaine de l'esthétique, enfin, c'est l'idée selon laquelle si certains trouvent ça beau, c'est que c'est beau. Dégribouillis, ça? Mais qui es-tu pour juger? Et puis le jugement, c'est mal. Un jugement, ça peut heurter la sensibilité des autres. Même dans les milieux religieux, c'est l'éthique humaniste qui commence à s'imposer. Par exemple, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, beaucoup d'associations musulmanes ont condamné cet acte. Certaines ont cependant eu besoin d'ajouter un « mais ». Et ce « mais », ce n'était pas que les caricaturistes avaient désobéi à Dieu. Ce « mais », c'était que les caricaturistes avaient, par leur dessin, heurter la sensibilité de millions de musulmans. Voilà donc où nous en sommes à l'aube du XXIe siècle selon l'auteur. Après avoir dominé le monde et asservi les animaux, nous avons érigé notre sensibilité au rang de seul critère valable pour déterminer ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est vrai. Et il est temps maintenant de retourner dans le futur pour voir où ce logiciel humaniste va nous mener. L'humanisme repose sur la croyance selon laquelle l'humain a bel et bien la capacité à savoir ce qui est bon pour lui. Et c'est cette croyance qui commence à être battue en brèche à l'heure du big data et de l'intelligence artificielle. De façon croissante, nous commençons à déléguer à des applications le soin de juger ce qui est bon pour nous. Vous aviez l'habitude de prendre tel chemin, Waze vous dit que vous feriez mieux de prendre celui-là. Vous aviez l'habitude de passer du temps dans les rayons d'une librairie pour chercher un bon livre à acheter. Amazon sait ce que les gens comme vous ont préféré. Vous êtes persuadé que vos proches vous connaissent bien? Faux! Personne ne vous connaît mieux que Facebook. C'est du moins ce que soutenait une étude de 2015 menée auprès de 86 000 volontaires. Ces volontaires ont répondu à un questionnaire de personnalité et l'algorithme de Facebook a été capable de prédire leurs réponses. Et plus ces personnes avaient liké de publications au cours de leur vie, et plus les prédictions de l'algorithme étaient précises. Plus intéressant encore, les prédictions de l'algorithme de Facebook ont été comparées à celles des proches des volontaires. Si vous avez liké
10 publications au cours de votre vie, l'algorithme de Facebook vous connaît mieux que vos collègues. Si vous avez liké plus de 100 publications au cours de votre vie, l'algorithme de Facebook vous connaît mieux que vos proches. Et au-delà de 300 publications likées au cours de votre vie, l'algorithme de Facebook vous connaît mieux que votre conjoint. L'humain, de façon croissante, sera contraint d'avouer son ignorance. Et ce d'autant plus qu'il aura perdu cette croyance réconfortante selon laquelle il était l'enfant chéri de Dieu. Et pour nous consoler, nous dit l'auteur, de nouvelles religions vont faire leur apparition. Et leurs prophètes nous diront « Oui, d'accord, l'humain est une créature limitée, mais il n'y a pas de fatalité, vous pouvez vous augmenter. Donnez-nous les moyens de prendre soin de vous et peut-être vous deviendrez immortel. Plus vous partagerez de données et plus nos algorithmes intelligents vous permettront de prendre de bonnes décisions dans le domaine du travail, de la santé, de l'amour et du loisir. Le coût de rester en dehors du flux devrait devenir de plus en plus important. Et c'est ainsi, nous dit l'auteur, en déléguant chaque jour un petit peu plus de notre capacité à juger et à penser que nous perdrons notre humanité. De nouveau, petit exercice, est-ce que le futur que nous décrit l'auteur vous paraît crédible? Permettez-moi maintenant de vous dire ce que j'en pense. Ma première critique est évidente, mais je la fais quand même. On parle d'un livre qui entend nous raconter l'histoire du passé et de l'avenir. Alors c'est utile et intéressant parce que ça permet de donner du sens à une matière qui est vaste et complexe, mais d'un autre côté, l'auteur se place parfois à un tel niveau de généralité que c'est un peu grossier. Et à plusieurs reprises, j'ai même failli abandonner la lecture. Ce qui m'a motivé, c'est que ce livre était un produit marketing tellement bien fichu qu'il s'est retrouvé entre beaucoup de mains. Et le fait est qu'il y a dans ce livre un parti pris idéologique et politique qu'il me semble important de discuter. Je trouve qu'il y a, au fil de ce livre, un procès de l'humanité qui me semble assez peu charitable. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par notre espèce qui nous ont emmenés au pied du mur. Que l'on parle de la destruction de notre environnement ou de la menace d'une dépendance croissante aux nouvelles technologies, c'est vrai qu'il y a du chaos dans l'air. Et il peut donc être tentant de se réfugier dans la méditation ou dans la culpabilité en se disant que finalement, ce qui arrivera, arrivera et que l'homme n'est qu'une poussière dans le cosmos. Et pourtant, c'est justement parce que la situation est critique que nous avons l'opportunité de faire de belles et de grandes choses. Mais pour ce faire, nous devrons croire en l'homme. Car au fond, l'humanisme, ce n'est pas cette célébration relativiste de la subjectivité que nous a dépeint l'auteur. L'humanisme, c'est l'alliance de la sensibilité qui nous permet de sentir ce qui est juste, mais aussi de la raison qui nous permet de justifier nos décisions auprès de nos semblables. Notre futur ne se réduit pas à choisir entre rompre avec la civilisation ou nous dissoudre dans un flux de données. D'innombrables futurs sont à notre portée, pour peu qu'on se donne la peine de lire, de penser, de parler et d'agir.